Nous sommes mercredi 13 mai 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la télévision Renaissance. Les titres pour commencer. Le 13 mai 2015, il y a eu une tentative de coup d'État au Burundi. Le pouvoir de Pierre Nkurunziza a profité de l'échec de ce putsch pour réprimer dans le sang les manifestants qui étaient dans la rue pour dénoncer la violation de l'accord de paix d'Arusha et la constitution qui était le fruit de cet accord. Le coup d'État n'était pas l'objectif des manifestants en 2015. Encore moins celui des politiciens qui ont soutenu ces manifestations. Leur objectif était d'empêcher le président à violer la loi. Il ne pouvait pas faire un coup d'État, un président qui a terminé ses mandats. Dans ce journal, vous allez suivre l'un des politiciens qui ont soutenu ces manifestations. La pandémie de coronavirus menace les économies des pays de l'Afrique orientale. Même sa propagation est d'une grande allure dans cette région. Vous allez le suivre dans ce journal. Les détails dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. 5 jours pour jour, une tentative de putsch a eu lieu au Burundi pour renverser le président Pierre Nkurunziza. C'était le 13 mai 2015. Le peuple burundais venait de passer 2 semaines dans la rue pour manifester contre l'annonce de Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Après le putsch manqué, les membres des forces de défense et de sécurité qui ont resté fidèles au régime et la jeunesse affiliée au parti au pouvoir Imbonerakure ont réprimé dans le sang les manifestants. Ces derniers étaient soit exécutés, soit jetés en prison. D'autres ont pris le chemin de l'exil. Le reportage avec Révérien Bazikamwe. Cette répression a ciblé certains quartiers de Bujumbura que le régime est accusé d'être les promoteurs de manifestations contre la candidature de Pierre Nkurunziza annoncée le 26 avril 2015 pour un 3e mandat. La répression aveugle s'est étendue dans certaines localités de l'intérieur du pays, entre autres les provinces de Bujumbura, Bururi et Makamba. À maintes reprises, la police a organisé des rafles dans les quartiers de Mutakura, Ngagara, Chibitoke au nord de Bujumbura, Nyakabiga, Jabe et Bwiza au centre de la capitale et à Musaga, Kanyosha, Kinanira au sud de la capitale. La plupart de ceux qui ont été arrêtés durant ces rafles ont été tués, portés disparus, tandis que les autres ont été mis en prison. Selon les témoignages des habitants de ces quartiers, au même moment, les forces de l'ordre et les Imbonerakure en profitaient pour violer les femmes devant les maris et enfants et les jeunes filles devant les parents. L'on se souviendra de l'implication de feu général Adolphe Nshimirimana dans un triple assassinat de jumeaux et leurs pères à la 8e avenue de Mutakura, comme un coup d'envoi d'un carnage sans précédent. C'était le 1er juillet 2015. Les policiers et les Imbonerakure tiraient à vue sur toute personne trouvée dans la rue. Au moins 6 personnes ont été tuées ce jour-là. Autre exemple macabre, le fameux slogan du président du Sénat, Révérien Ndikurio, Kola, pour inciter les Imbonerakure à tuer les habitants de Mutakura pour récupérer les parcelles. Aujourd'hui, près d'un demi-million de réfugiés burundais sont éparpillés dans les pays de la région de l'EAC en particulier et dans les pays africains et d'autres continents. Parmi ceux-ci, les membres des associations de la société civile burundaise, une centaine de journalistes après la destruction de 5 médias privés. Merci à notre confrère Révérien Bazikamwe. La population qui a manifesté en 2015 et les politiciens qui ont soutenu ces manifestants voulaient empêcher le président Pierre Nkurunziza à violer l'accord d'Arusha et la constitution qui en était ici. D'après Dr Jaminani, président de la plateforme de l'opposition burundaise Senaled Giriteka, ceux qui ont tenté à renverser le régime étaient des membres des forces de l'ordre qui étaient révoltés par la situation qui prévalait dans le pays à l'époque, mais ils n'étaient pas mandatés par ceux qui étaient dans la rue. Dr Jaminani demande à celui qui va gagner ces élections de revenir sur la constitution de 2005 et de réhabiliter l'accord de paix d'Arusha. Le 13 mai, c'est le jour où une multitude de citoyens burundais, hommes et femmes, ont fait une marche de manifestation pour refuser que
Pierre Nkurunziza se fasse élire pour un troisième mandat. Un troisième mandat qui a été refusé par l'accord d'Arusha et la Constitution de 2005 qui en était issue. Ni les politiciens qui ont soutenu cette marche, ni le peuple burundais qui marchait, ne marchait pour faire un coup d'État. On ne pouvait pas faire un coup d'État contre un régime qui était en train de partir, contre un président dont le mandat était terminé. Nous avons marché, nous avons manifesté pour manifester notre désaccord total que Nkurunziza se fasse élire pour un troisième mandat illégal, pour refuser et le repousser à ce qu'il renonce à la recherche de ce troisième mandat. Aucun politicien parmi ceux qui organisaient ces manifestations, ni ces citoyens qui marchaient pour refuser le troisième mandat, n'a sollicité des militaires pour faire un coup d'État. Ceux qui ont fait le coup d'État aussi étaient déjà exaspérés par cette situation créée par Pierre Nkurunziza. Aujourd'hui, il y a une campagne électorale qui est en cours. Des élections qui sont mal organisées, qui apparemment, tout est mis en place pour qu'elles soient trichées ou mal organisées. Ce sont des élections qui ont exclu plusieurs compétiteurs. Donc des élections qui ne seront pas inclusives. Des élections où il n'y aura aucun observateur. Mais dans tous les cas, quel que soit comment elles sont organisées, si les résultats tombent et qu'il y a l'un ou l'autre qui tenterait de tricher, ça va nous amener des problèmes au Burundi. Bien que les conditions dans lesquelles ces élections ont été organisées sont très mauvaises, il faut que ceux qui ont accepté d'aller faire la compétition acceptent le résultat des urnes. Ils n'ont pas tenté de tricher. Parce que celui qui tentera de tricher va amener notre pays encore dans un chaos. Nous sommes déjà dans le chaos, mais dans un chaos encore plus chaotique. Et dans tous les cas, que celui qui gagne, et qui gagne honnêtement, même si c'est mal organisé, et dans tout son esprit, qui ne pourra pas diriger le Burundi et réussir s'il ne revient pas aux accords d'Arusha et à la constitution qui en est issue. Et qu'il accepte de s'asseoir autour d'une table avec son opposition, toute son opposition dans toute sa composante, pour discuter et passer en revue l'accord d'Arusha. Parce que c'est grâce à l'accord d'Arusha que nous avons eu une période d'accalmie. Lorsque cet accord d'Arusha a été violé, le Burundi est tombé dans la violence. Le Burundi a cessé de se développer. Le Burundi a cessé d'avancer. Le gouvernement burundais reste sourd aux multiples mises en assignation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est ce que révèle Bob Rugurika, directeur de la RPA, à propos d'une plainte que la radio publique africaine a déposée auprès de cette Cour contre l'État burundais. Pour Bob Rugurika, que le pouvoir reste insensible ou pas aux injonctions de la Cour africaine, il finira tôt ou tard par céder. À plus de 8 reprises d'assignation, le gouvernement burundais n'a pas du tout réagi, n'a pas pu réagir, n'a pas pu aussi fournir son argumentaire. Et je crois vers la fin de 2018, la Cour a siégé et a statué sur notre saisine. Elle a statué en faveur de la RPA sur la recevabilité. Donc, ce qui est très encourageant du fait que maintenant la Cour a accepté que nous avions raison, vu les différentes allégations. Et puis, actuellement, la Cour a signifié le gouvernement burundais sur la recevabilité de notre saisine et l'étape suivante, c'est que la Cour a aussi assigné le gouvernement burundais sur le fond de l'affaire. Donc, aujourd'hui, nous attendons à ce que le gouvernement burundais puisse aussi réagir sur le fond de l'affaire. Et nous savons qu'ils ne vont toujours pas réagir parce que, vous le savez, en termes de droit, en termes de droits de l'homme, heureusement, le régime burundais n'a rien à dire. Et pour nous, nous sommes confiants que l'étape prochaine, quand l'audience sera appelée en audience publique, l'affaire sera appelée en audience publique, et sur le fond, nous sommes sûrs de remporter. Et voilà, nous sommes très confiants de l'indépendance de cette juridiction. Et par là, nous attendons la réparation donc, pour tous les dommages subis. Mais depuis 2018, cela signifie 2 ans pratiquement. Est-ce que vous seriez informé de la date de la prochaine audience, de l'audience publique dont vous parlez?
Et non, en ce qui est de la date de cette audience, sur le fond, on n'est pas encore communiqué, on n'est pas encore informé du fait que la Cour attend toujours les réactions, les arguments du gouvernement burundais. Si ça tarde, je ne suis pas informé un peu sur les délais exacts, donc, mais je sais que c'est pour bientôt. Le directeur de la RPA, Bob Rugurika, s'exprimait le 13 mai, 5 ans jour pour jour, après la destruction par les forces de l'ordre des médias privés burundais, dont la RPA. Pour ceux qui pensent que Marguerite Barankitse pourrait rentrer dans le pays après les élections, il dit que cela n'est pas possible tant que les Imbonerakure ne sont pas désarmés et que les miliciens Interahamwe qui enseignent le génocide au Burundi sont toujours présents. La fondatrice de la Maison Shalom exige aussi que les commanditaires de crimes se trouvant dans les services de sécurité et les services de l'enseignement soient traduits devant la justice et qu'ils soient en fait substitués par d'autres n'ayant pas commis de crimes. Des conditions pour un retour apaisé sont, je vais les citer. Il faut d'abord organiser un dialogue inclusif de toutes les forces politiques et morales du pays. Il faut désarmer la milice des Imbonerakure et des Interahamwe et leur cantonnement. Il faut la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Il faut arrêter tous les responsables des services de renseignement et de la police qui ont commis des crimes contre la population. Il faut qu'on nomme à la direction des forces de sécurité de nouveaux cadres militaires et policiers qui n'ont pas trempé dans des crimes contre la population. Il faut une mise en place des conditions de sécurisation du retour des réfugiés, des responsables politiques, des organisations de défense des droits humains et des médias. Un gouvernement de transition consensuel chargé de la mise en place d'un programme de reconstruction et de développement ainsi que d'un calendrier des élections libres et transparentes. Ça, c'est mon opinion. Nous ne sommes pas réellement en confiance pour retourner. Continuons ce journal sur la page santé. Le nombre de personnes déjà atteintes du coronavirus dans cette région de l'Afrique de l'Est continue de gonfler, malgré moins de pertes en vies humaines liées à la maladie, du moins par rapport aux autres pays du monde. Ces pays de l'EAC voient leurs économies en chute. Les détails avec notre confrère Bertrand Ngendakuriyo. Jusqu'à ce mercredi, le Kenya reste le pays le plus touché par cette pandémie. Le pays compte officiellement 715 cas certifiés de coronavirus, dont 36 morts et 259 personnes qui ont été guéries. Outre le couvre-feu entre 22h et 5h du matin, les autorités kenyanes ont aussi fermé les frontières, les établissements scolaires et évité les rassemblements. Ensuite vient la Tanzanie, dont le nombre de cas confirmés de Covid-19 s'élève à 509, dont 21 décès. Quant au Rwanda, ce pays enregistre 289 cas de coronavirus, 0 décès et 153 qui sont rétablis. Le confinement général qui avait été instauré le 22 mars a été assoupli le lundi 4 mai avec un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Mais les écoles et universités restent fermées jusqu'en septembre, lieux de culte fermés jusqu'à nouvel ordre, pas de déplacement entre les provinces autorisées et le port du masque est obligatoire en public. L'autre pays touché par cette pandémie est l'Ouganda qui compte 126 cas avérés de Covid-19, dont 55 guéris. Le Burundi reste officiellement le pays qui enregistre le moins de personnes contaminées avec seulement 15 cas de coronavirus, dont un décès et 7 personnes guéries. Malgré l'arrivée du virus, le pays n'a pas décidé de mesures particulières de prévention. Alors que la pandémie de coronavirus continue de perturber les entreprises et de menacer les moyens de subsistance et la santé des populations, les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est ont tenu ce mardi une réunion consultative pour discuter d'une réponse collective.
L'agriculture, le commerce et le tourisme sont entre autres les secteurs les plus affectés. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est ont discuté sur l'harmonisation du système sur l'évolution du coronavirus, surtout dans le système de partage des informations des résultats des tests sur le Covid-19. La circulation sur les frontières a aussi retenu l'attention des chefs d'État de la région. Ils se sont convenus de résoudre le problème des chauffeurs des camions des marchandises, car ces derniers soulèvent parfois des problèmes aux frontières communes. Pour cela, ces chefs d'État ont instruit les ministres de la Santé, du Commerce, du Tourisme et ceux chargés des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est de suivre régulièrement les activités au sein de leurs ministères respectifs. De plus, une commission qui va suivre de près la situation, surtout sur les frontières, a été mise sur pied et donnera le rapport toutes les 2 semaines. Le Burundi et la Tanzanie ont brillé par leur absence dans cette réunion. Merci à notre confrère Bertrand Ngendakuriyo. Le gouvernement du Burundi devrait repousser les élections à voir l'augmentation des cas d'infection au Covid-19, selon Thierry Virikuro, le chercheur de l'Institut français des relations internationales. Mais il ne faut pas se leurrer, Gitega ne va pas le faire car il est déjà conscient qu'il organise des élections illégitimes et en catimini. Suivez Thierry Virikuro. On va faire cette élection justement dans ce contexte épidémique, alors que les cas d'infection se multiplient au Burundi et que le gouvernement essaye justement de dissimuler cela pour envoyer les gens voter la semaine prochaine. L'épidémie actuelle nécessiterait probablement qu'on repousse le scrutin au Burundi, mais ça, le gouvernement ne veut pas le faire. Donc, ce qui me préoccupe le plus, c'est pas tant que les observateurs de l'East African Community ne puissent pas venir à cause de l'épidémie, mais qu'on envoie les Burundais voter malgré l'épidémie. Ces élections sont déjà, dès leur départ, illégitimes. Il n'y a pas d'opposition véritable et il n'y aura pas d'observation par des tiers. Donc, on verra si le nouveau régime change la stratégie d'isolement qui a été celle du régime précédent. Peut-être qu'il décidera au contraire de renouer les relations avec l'extérieur, mais c'est vrai que dans un contexte où il y a une pandémie mondiale et où les élections se seront passées en fait en catimini dans ce vase clos qui est devenu le Burundi, ça ne sera pas facile d'inverser cette politique d'isolement. Ces élections sont organisées par le régime, donc il les contrôle complètement. C'est lui qui fera les résultats. Nous venons tout de suite d'être informés que le gouvernement du Burundi vient de déclarer persona non grata le docteur Walter Kazadi Murombo, représentant de l'OMS au Burundi, et 3 autres experts de cette organisation mondiale de la santé. Ils devraient quitter le Burundi dans 48 heures. Continuons ce journal sur la page justice. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mardi 205 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harerimana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. Merci aussi à l'équipe de production. Merci aussi à l'équipe technique. Au revoir.